Eh bien, je vous souhaite la bienvenue à à nos ateliers en fait du réseau des référents tourisme durable. On est là au sixième, dont la thématique est calculer son empreinte carbone. Pourquoi, comment? Donc, comme d'habitude, vous savez, on a un expert qui vient, deux experts en l'occurrence, qui vont venir nous parler de ce sujet. Donc, le cabinet Linéa Conseil en la personne de Mathieu Lescanf, hein, qui introduira la première partie. Ensuite, on a la chance d'avoir Christelle Bédès, la personne référente du tourisme durable à l'ADEME Occitanie, qui nous parlera dans une deuxième partie des outils et notamment de l'accompagnement qui est possible. Et puis, on aura un témoignage de Maud Dubidos qui nous fait la gentillesse d'être là alors qu'elle a le Covid, hein, donc merci infiniment Maud. Donc Maud Libidos, qui est donc la directrice de la SPL Office de tourisme, camping de l'Espiguette et le site écotouristique de la plage de l'Espiguette. Donc avec cette triple casquette, voilà, et je reprendrai la main tout à l'heure pour vous dire un mot. Juste comme d'habitude, vous avez dans l'onglet discuter, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous le savez, on les prend et on y répondra plutôt à la fin de façon à bien garder le timing. On part là à peu près pour 1 heure et demie ensemble. Donc, Mathieu, si tu veux bien passer la slide d'après. Donc, on rappelle, hein, du coup, les prochains ateliers seront sur l'économie circulaire, les achats boutiques responsables et commercialiser ses offres. On vous rappelle qu'il y a une évaluation en cours qui est toujours ouverte. Donc, voilà, qu'avez-vous pensé de ces ateliers? Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Est-ce que vous voulez qu'on les continue en 2024? Donc, merci à tous ceux qui ont déjà répondu. Voilà, et ensuite, du coup, bah, voilà, la présentation de nos intervenants, je viens de la faire. Et donc, sans tarder, je passe la main à Mathieu. Merci à tous. Merci Sophie. Bonjour à toutes et tous. Donc ravi d'être parmi vous ce matin une fois de plus pour animer un de ces ateliers. Alors on a déterminé plusieurs enjeux en fait pour vous, pour les OGD en fait, en lien avec la mesure des bilans carbone en fait, des bilans de gaz à effet de serre. C'est d'abord que vous puissiez en fait, enfin vous êtes potentiellement des interlocuteurs de la collectivité qui, dans certains cas, ont l'obligation de faire des bilans de territoire. Ils vont mener des actions dans ce sens-là et donc impliquer l'Office de tourisme, l'OGD, en fait, sur ces sujets-là. Vous êtes aussi parfois amené à accompagner des entreprises sur des politiques RSE propres aux entreprises, enfin, pour développer un petit peu l'impact sur le territoire. Et donc, dans ce cadre-là, l'idée, c'est que vous soyez davantage acculturé aussi à ce qu'est ce bilan de gaz à effet de serre et aux outils, aux moyens pour les mettre en œuvre. Et puis, vous pouvez également, dans certains cas, être amené à faire votre propre bilan de gaz à effet de serre dans le cadre de votre propre démarche RSE interne, si jamais ça fait partie des éléments que vous décidez de mettre en place. Donc, au vu de ces enjeux-là pour vous, on a défini plusieurs objectifs pour ce webinaire qui sont de comprendre dans un premier temps les enjeux d'un bilan de gaz à effet de serre, que vous ayez les tenants et les aboutissants, que vous connaissiez les outils, quelques outils en tout cas pour mesurer votre empreinte carbone, et que vous connaissiez les acteurs qui sont les acteurs incontournables en matière de bilan de gaz à effet de serre. Donc, on a découpé ce webinaire en trois grandes parties. Une première partie qui est un petit peu généraliste, on va dire théorique, que je vais vous proposer, qui est vraiment de comprendre qu'est-ce que c'est que le bilan de gaz à effet de serre, pour que vous soyez voilà, un petit peu plus aguerris sur ces notions-là. Ensuite, une deuxième partie que vous présentera Christelle Vedès de l'ADEME, donc sur les acteurs, les outils et les dispositifs qui existent spécifiquement pour le tourisme en Occitanie, donc en lien avec ces mesures de bilan de gaz à effet de serre. Et donc la troisième partie qui sera le témoignage de Maud Dubidos qui a mis en œuvre son bilan de gaz à effet de serre et qui nous fera un retour d'expérience sur l'intérêt de la démarche. Alors, pour cette première partie, de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un bilan de gaz à effet de serre,
l'idée, c'est déjà de savoir que les émissions, en fait, de gaz à effet de serre, ce sont les principales causes du dérèglement climatique. Donc ça, je pense que tout le monde l'a intégré. Et juste pour rappel très rapide, qu'est-ce que c'est que l'effet de serre? En fait, l'effet de serre, c'est un phénomène qui est naturel, qui fait que l'atmosphère, en fait, absorbe une partie et retient une partie de la chaleur, à la fois des rayonnements solaires, mais aussi des rayons qui sont émis par le sol. Et le fait est que l'activité humaine génère davantage de gaz à effet de serre qui va renforcer en fait cet effet et qui va en fait ajouter ce qu'on appelle des, voilà, un effet de serre additionnel. Et donc, c'est le renforcement de cet effet de serre qui est lié à l'activité humaine qui pose problème et qui fait qu'il y a un réchauffement et qu'il y a un dérèglement du climat. Donc, les gaz à effet de serre, donc, pour vous rappeler un petit peu vos cours de chimie de collège et lycée, ils sont nombreux en fait. On parle beaucoup de carbone en fait, qui est un raccourci pour le dioxyde de carbone, mais il y en a un certain nombre. Il y a aussi le méthane, protoxyde d'azote. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chacun de ces gaz a été classifié selon un potentiel de réchauffement. Et donc, l'unité de base, en fait, elle a été attribuée au dioxyde de carbone. Donc, il a un potentiel de réchauffement de 1. Mais on voit que pour une même quantité émise de méthane, le potentiel de réchauffement, il est 28 fois supérieur au CO2. Et par exemple, l'hexafluorure de soufre, c'est 25 000 fois supérieur au CO2. Donc, l'effet, en fait, de potentiel de réchauffement sont peuvent être beaucoup bien supérieures au dioxyde de carbone. Pour autant, l'unité de base, elle a été faite autour du dioxyde de carbone et euh, toutes les émissions en fait de gaz, on les calcule après en équivalent CO2. C'est-à-dire que grâce à cette grille-là, on va ramener tout ça en équivalent dioxyde de carbone et donc tout le temps, vous avez, j'imagine, constaté, on parle tout le temps d'émissions de CO2, émissions de CO2 ou émissions de carbone pour faire plus court. Et donc, ce sont des équivalents CO2. Donc, si on fait un petit état des lieux aujourd'hui au niveau mondial, euh, ces émissions en fait de gaz, elles ont été très largement augmentées, plus 80% depuis 1970, plus 45% depuis 1990, et donc elles représentent aujourd'hui environ 60 gigatonnes d'équivalent CO2 donc en 2019. Et il se trouve quand même, qu'il y a une raison pour laquelle on a pris cet équivalent CO2, c'est que les émissions de CO2 représentent 75% des émissions globales. Donc c'est quand même très largement le dioxyde de carbone qui est émis, qui génère cet effet de serre. Donc, quelques informations complémentaires, mais ça, je vous laisserai regarder les diapos. Mais juste pour situer, en fait, un petit peu, voilà, l'Union européenne représente à peu près 8% des émissions mondiales. La Chine, elle représente 30%. Les États-Unis représentent 14%. Mais si on regarde après par habitant, c'est beaucoup plus important parce que voilà, on voit que les États-Unis ils émettent plus de 18 tonnes par an par habitant. Nous, au niveau de l'Union européenne, en moyenne, c'est un petit peu plus de 8 par habitant. Voilà, je passe vite si ça vous intéresse, vous pourrez regarder les détails quand vous aurez les diapos. Pour le secteur du tourisme en particulier, il y a une étude de l'ADEME qui a été réalisée en 2021 et qui est vraiment spécifique au secteur du tourisme. Et en fait, ce qui a été évalué, c'est que donc en 2018, puisque les données correspondaient à l'année 2018, le tourisme a émis en France à peu près 118 millions de tonnes de CO2. Et ce qui est important de savoir, c'est que voilà, c'est de notoriété publique quand même aujourd'hui, c'est que c'est le transport qui est responsable pour une très très large majorité, puisque voilà, trois quarts des émissions de CO2 dans le tourisme sont liées au transport et la quasi-totalité, puisque 68% donc de l'ensemble des émissions sont liées au déplacement vers et retour de la destination. C'est l'aller-retour à la destination qui est le plus émetteur. Et quand on voit sur la globalité, on est quand même à 41% des émissions qui sont liées au transport en avion. Voilà. Donc pour vous donner des ordres de grandeur, après, on est à peu près équivalent, 7%, 7%, 6% sur tout ce qui va être les hébergements, les achats et la restauration. Donc c'est très très largement. Donc évidemment, ça implique que les réflexions et travaux sur la mobilité sont celles qui sont les plus prégnantes aujourd'hui. Alors, ce qui est intéressant quand même de noter de cette étude, c'est que on voit que le tourisme d'affaires, qui ne représente pas la majorité du tourisme, mais le tourisme d'affaires est plus émetteur que le tourisme de loisirs, puisqu'il représente 9% des nuitées, mais 17% des émissions.
voyez que là, il y a un travail à faire aussi au niveau de la réflexion du tourisme d'affaires. Et sans surprise, c'est le tourisme réceptif étranger, c'est-à-dire les étrangers qui viennent en vacances en France, qui représente 30% des nuitées, mais 64% des émissions, puisque comme on l'avait plus haut, c'est clairement le transport vers la destination et le retour qui sont les plus émetteurs. Voilà. Donc, quand on voit donc cette situation où on émet énormément de carbone, une augmentation très importante du carbone qui crée ce dérèglement climatique, il y a des réponses internationales et des réponses nationales. Donc, très rapidement, vous le savez, on en a déjà parlé pour ceux qui étaient dans les webinaires précédents, l'accord de Paris qui s'est fixé comme objectif de mettre en œuvre tous les moyens pour ne pas dépasser 1,5 degré euh, de, de de réchauffement. On a la feuille de route des ODD aussi de 2030, qui, l'enjeu numéro 2, c'est la sobriété carbone, en fait, hein, transformer les modèles économiques de société par la sobriété carbone. Et on a aussi le pacte vert pour l'Europe qui fait l'objet de discussions actuellement, puisqu'il y a des pressions justement de certains partis politiques pour mettre un moratoire sur ce pacte vert. C'est que, en gros, l'idée de ce pacte vert, c'est la neutralité climatique, en fait, ou la neutralité carbone en 2050, d'une manière générale. Voilà. Donc ça, c'est pour les grandes réponses internationales. Au niveau français, il y a trois grands on va dire, plans. La stratégie énergétique avec la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique, l'accélération du développement des énergies renouvelables et la relance de la filière nucléaire. Donc ça, c'est la stratégie énergétique, puisqu'évidemment, l'énergie, c'est ce qui émet, c'est un des secteurs qui émet évidemment le plus de gaz à effet de serre. Il y a la stratégie nationale bas carbone qui a pour objectif, en conformité en gros avec les accords internationaux, d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et il y a aussi le plan d'adaptation, puisque comme on sait que la limitation, la restriction ne suffira pas à enrayer ce dérèglement climatique qui est déjà en cours, eh bien, il y a toute une stratégie d'adaptation au changement climatique qui est aussi en place. Voilà. Donc, malgré tout ça, malgré ces réponses internationales, malgré la réponse nationale, le constat du GIEC, qui a été fait en mars 2023, c'est qu'on a toujours une augmentation forte des émissions de gaz à effet de serre. Le seul petit espoir qu'on peut retrouver dans ce rapport, c'est que ces augmentations, le taux d'augmentation a quand même diminué. Voilà. Donc, c'est le seul petit espoir qu'on peut donner. Donc, 2 fois moins rapide que l'augmentation de la décennie précédente. Voilà. Mais ça reste quand même une augmentation forte des émissions. Donc, on n'est pas du tout au niveau mondial sur la bonne trajectoire. Et ce qui ressort aussi, c'est que pour qu'on limite le réchauffement à 1,5 degré comme c'est prévu, il faut que le pic d'émissions soit en 2025. Voilà. Et qu'à partir de 2025, on soit vraiment dans une décroissance. Alors que là, on n'est pas du tout dans cette trajectoire-là. Voilà. Évidemment, tous les pays ne sont pas au même niveau et par rapport à tout ça. Alors, du coup, pour agir, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour agir, il faut mesurer. Voilà. Et pour mesurer, on a cette notion de bilan de gaz à effet de serre. Donc, l'idée, la définition d'un bilan de gaz à effet de serre, c'est la réalisation d'un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre sur une année. Voilà, on regarde sur une année, mais l'objectif, ce n'est pas uniquement de mesurer, c'est d'identifier, de mobiliser les gisements de réduction de ces émissions. Ça, c'est la définition du ministère. Pour l'ADEME, il y a une autre définition aussi qui se complète, c'est l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre organisé par poste et lié à l'activité d'une organisation. Donc, qu'est-ce que le bilan carbone? Puisqu'on parle souvent de bilan carbone, en fait, le bilan carbone, c'est une méthodologie de bilan de gaz à effet de serre. Donc, c'est dans un entonnoir, on a différentes méthodes pour faire des bilans de gaz à effet de serre et on en a une en particulier qui a été développée par l'ADEME et qui est aujourd'hui portée par l'Association pour la transition bas carbone et qui est donc le bilan carbone. Donc, ces bilans carbone, on peut les faire à différents niveaux. On peut le faire au niveau de l'individu, les personnes. Vous-même, en fait, vous pouvez faire votre propre bilan carbone. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais en fait, on vous a mis des références. Et au niveau des ressources du CRT Occitanie, vous avez des liens vers des sites qui vous permettent de faire votre propre bilan carbone individuel. Il y a le bilan carbone au niveau d'une organisation, qui est le sujet qui va nous occuper un petit peu plus aujourd'hui. Et au niveau des territoires aussi, on peut faire avec une autre approche, une autre méthodologie, des bilans carbone d'un territoire qui est l'ensemble des émissions d'un territoire.
On peut aussi, en complément, faire des approches sectorielles, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'étude que l'ADEME a fait sur le secteur du tourisme. On a évidemment le secteur de l'agriculture, etc. Voilà, des approches différentes. Donc là, ce que je vais vous préciser, c'est la partie organisation. Donc, pourquoi faire un bilan de gaz à effet de serre? En fait, ben, il y a pas mal de raisons, hein. D'abord, c'est pour répondre à des obligations réglementaires que certaines structures ont, je vais vous les rappeler tout à l'heure, qui vous concerneront assez peu, mais qui peuvent vous concerner tout de même via les collectivités. L'idée, c'est quand même aussi d'orienter vos actions en faveur de l'environnement, c'est d'avoir une politique en fait qui prend en considération l'environnement. C'est de répondre à des exigences, ou on va dire de satisfaire certains critères de labellisation et de certification. C'est aussi de diminuer votre facture énergétique, puisque l'idée, c'est effectivement d'être dans la sobriété, de répondre aux attentes de parties prenantes, puisqu'on a quand même de plus en plus de demandes, d'une manière générale, vers des transitions écologiques, donc de la part des habitants, des visiteurs, des clients, voilà, qui ont besoin d'actions concrètes. Effectivement, le travail sur le carbone, c'est concret. Et c'est aussi de valoriser l'image de la structure, puisque on sait que les jeunes générations sont quand même très regardantes et de plus en plus regardantes sur les politiques en fait de environnementales des employeurs. C'est un travail sur la marque employeur. Donc, on va faire un petit focus rapide sur la partie réglementaire, sur la partie labellisation, certification. Donc, les obligations nationales en France, en fait, elles sont pour des structures quand même relativement importantes, mais qui sont quand même de plus en plus petites. Donc, en gros, il y a des obligations de réaliser des bilans de gaz à effet de serre pour toutes les structures morales de droit privé de plus de 500 salariés. En Outre-mer, c'est 250. En métropole, c'est 500 salariés. Pour le droit public, c'est 250. Et ensuite, pour les structures territoriales, donc l'État, les régions, les départements et les EPCI de plus de 50 000 habitants, doivent faire aussi un bilan de gaz à effet de serre pour leur propre structure. C'est ce qu'on appelle le périmètre patrimoine et compétences. Donc, en gros, c'est comme si c'est au niveau des organisations, donc un EPCI en tant qu'organisation, sur son périmètre, sur son patrimoine immobilier, par exemple, et sur ses compétences. Voilà. Ce qu'on avait vu aussi pour ceux qui avaient assisté au webinaire sur les obligations légales, c'est que pour les territoires, il y a aussi d'autres types d'obligations qui sont dans le cadre de ce qu'on appelle le PCAET, le plan climat, air, énergie, c'est de réaliser des bilans de gaz à effet de serre dans ce cadre-là pour le territoire. Et là, c'est à partir de 20 000 habitants que les EPCI ont cette obligation-là. Voilà. Donc, ce sont des choses un petit peu différentes. Soit on le fait au niveau du territoire, soit on le fait au niveau de l'EPCI lui-même, en fait. Et les seuils sont un petit peu différents. Voilà. Si on regarde la partie labellisation ou certification, euh, la- toutes les certifications, en fait, ou les labellisations RSE encouragent la mise en œuvre de bilans de gaz à effet de serre de façon plus ou moins explicite. En fait, si on regarde par exemple RSE engagé, on va avoir un critère qui va être l'organisation identifie et maîtrise l'ensemble des impacts environnementaux de ses activités en termes de production d'effluents, solides, liquides, gazeux et nuisances sur l'eau, l'air et le sol. Donc, évidemment, la partie émission de gaz à effet de serre fait partie de ce critère-là. Pour le label Lucie, identifier et mesurer toutes les formes de pollution et nuisances liées aux activités directes et indirectes de l'organisation. Là, c'est pareil, sachant que, comme vous le savez certainement, quand on s'engage dans une démarche RSE, on n'est pas obligé de satisfaire l'ensemble des critères. Donc, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas une obligation absolue de faire un bilan de gaz à effet de serre. Mais en gros, euh, si on veut pouvoir satisfaire ces critères-là, ça fait partie en fait des éléments à mettre en œuvre. Voilà. Si on regarde l'aspect plus tourisme durable en fait au niveau d'un territoire, le GSTC en fait est dans la labellisation, la version de Green Destinations des exigences du GSTC qui est le Conseil mondial du tourisme durable. On a plusieurs éléments autour des émissions de gaz à effet de serre. Et là, c'est plus explicite. On nous demande, voilà, la destination fixe et surveille les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre des secteurs publics et touristiques, met en œuvre et rend compte des politiques et actions d'atténuation pour atteindre ces objectifs. Et donc ça, c'est vraiment pour la globalité du territoire. Et un autre critère qui concerne l'accompagnement des sociopros,
Les entreprises de la destination sont encouragées à mesurer, surveiller, minimiser et déclarer les émissions de gaz à effet de serre provenant de tous les aspects de leurs activités. La compensation effective de toute émission restante est encouragée. Donc, quelques exemples pour vous dire que pour vous, vous ne rentrez pas en temps. Je ne pense pas qu'il y ait des structures ici qui soient en plus de 250 ou 500 salariés. Donc, vous ne rentrez pas dans des obligations légales de faire des bilans de gaz à effet de serre. Par contre, si vous vous engagez dans des démarches, vous allez être encouragé à cela. Voilà, vous allez être encouragé. Alors, comment on fait pour mesurer en fait ces émissions de gaz à effet de serre? En fait, comment on les estime? Ce sont des estimations qui se font sur bah, mathématiquement, c'est assez simple. On va avoir des données d'activité multipliées par un facteur d'émission. Donc, les données d'activité, c'est par exemple en voiture le nombre de kilomètres parcourus. Et on va multiplier le nombre de kilomètres parcourus par un taux d'émission par kilomètre parcouru. En fait. Ou on peut le regarder par le nombre de litres de carburant consommé multiplié par les émissions par litre. Voilà. Donc, on a en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il existe une base de données qui s'appelle la base carbone, dont le nom a évolué récemment, qui s'appelle la base empreinte, mais qui en fait est toujours gérée par l'ADEME, et peut-être que Christiane nous en dira un mot tout à l'heure, mais en tout cas, c'est une base de données nationale qui fait consensus sur des moyennes en fait d'émissions de façon plus ou moins précise, mais en tout cas, c'est une estimation, c'est ça quand même qu'il faut avoir en tête. Et si on utilise cette méthode-là, qui est une méthode physique, en fait, on va vraiment regarder des éléments tangibles, combien j'ai parcouru de kilomètres, combien j'ai consommé d'électricité, etc. Et multiplier ça par le facteur d'émission qui est issu de cette base de données nationale. Voilà comment ça se calcule. Il y a d'autres techniques aussi qui existent, qui sont basées sur la comptabilité, sur les dépenses en fait que certaines startups ont développées avec des bases qui sont aussi en lien avec la Banque de France. C'est une autre façon, une autre approche qui est aussi validée par le ministère de la Transition écologique. Alors, un exemple de ça, justement, qu'est-ce qu'on peut en faire? Un exemple qui a été mis en place au niveau du CRT, très concret, c'est l'évaluation du numérique et du poids du numérique, en fait. Et donc là, par exemple, il y a les stockages, en fait, les gigaoctets stockés. Bah, combien ça fait d'émissions, en fait, en termes de carbone? Ça a été calculé. Et pour que ce soit un petit peu plus parlant, plutôt que de parler en X kilos, X tonnes d'émissions, ils ont défini en fait des équivalents, voilà, des équivalents, puisque du coup, par ce biais-là, on peut arriver à faire ces comparaisons. Donc, 6 000 km en tramway, 7 000 km en TGV, etc. Donc, c'est parlant et ça permet aussi de communiquer et de se rendre compte un petit peu dans ces pratiques quotidiennes du poids qu'on peut avoir. Alors, il y a aussi des informations sur l'envoi des emails, l'ouverture des emails, etc. Et ça permet aussi de communiquer sur des astuces, des leviers d'action qui permettent justement de réduire un petit peu ces empreintes-là. Donc voilà pour un petit exemple concret. Alors, une autre approche, c'est la question des émissions à prendre en considération. Et donc, ces émissions à prendre en considération, elles sont multiples et elles sont à différents niveaux. On va avoir le niveau des émissions qui sont très directement émises par l'entreprise, par l'organisation, on va dire, au niveau de sa consommation propre d'énergie, de gaz, de pétrole éventuellement. Ça va être aussi tout ce qui va être en amont ou en aval en fait de la consommation. On est sur une vision et un périmètre qui est le plus large possible en fait, de façon à comprendre les implications de l'activité d'une organisation et toutes les émissions qui sont induites en fait par cette activité. Donc, on va avoir toutes les activités plutôt en amont, les achats de biens, de services, etc., les investissements dans les locaux, dans les ordinateurs, les achats de matériel, etc. Et il va y avoir aussi, lorsqu'il y a des produits qui sont vendus, par exemple, cette distribution des produits ou la fin de cycle des produits. Qu'est-ce que ça va émettre pour traiter les déchets, etc., en lien avec les fins de cycle de ces produits. Et donc là, on parle en fait, en fonction des périmètres que l'on regarde, on parle de scope. En fait, vous avez certainement entendu ce mot-là, le scope 1, scope 2, scope 3.
Et en fait, de quoi il s'agit? Le mot scope, ça veut dire périmètre, en fait, et donc c'est justement ces questions de périmètre. En fait, quand on parle du scope 1, ce sont vraiment les émissions très directement émises par votre organisation. Donc, si on regarde pour nos GD, voilà, pour vous, ça pourrait être par exemple la consommation de carburant de la flotte des véhicules qui sont propres en fait à la structure. Ça peut être aussi, si jamais vous vous chauffez au gaz ou au fioul, ça peut être la consommation de gaz ou de fioul directement utilisé par votre structure. Donc là, c'est un périmètre qui est limité, qui est vraiment très directement la consommation d'énergie fossile par la structure. Le scope numéro 2, c'est un petit peu plus large, ça va être la consommation principalement d'électricité que vous allez utiliser pour le chauffage, la climatisation, évidemment la lumière, tous les appareils électriques, etc. Donc là, c'est secondaire puisque c'est les émissions qui auront été réalisées pour la production de l'électricité que vous avez consommée. Donc on est sur un autre échelon. Et puis le scope 3, qui est le scope le plus large et qui du coup en général est aussi le scope pour lequel il y a le plus d'émissions, c'est tout ce qui va être le reste de la chaîne de valeur en amont et en aval. Voilà. Et donc, justement, pour vous, pour les OGD, c'est là qu'on va mettre le déplacement des visiteurs, en fait, qui vont venir sur la destination. Et donc, c'est effectivement là qu'il va y avoir le plus gros poids. Et c'est là que les choses peuvent se jouer en termes de bilan carbone. Euh, c'est aussi tout ce qui va être lié à la fabrication des produits que vous vendez dans vos boutiques, par exemple. Donc, à la fois sur la fabrication, mais aussi derrière sur la gestion des fins de vie de ces produits-là. Bon, voilà pour vous donner quelques exemples et quelques notions autour de ces scopes. Alors, finalement, mesurer, c'est bien beau, mais pourquoi faire? Parce qu'on sait effectivement combien on émet, mais l'objectif, c'est pas de s'en tenir à ça. L'objectif, ça va être de mesurer pour agir et donc pour éviter, réduire ou compenser. Donc là, je vous propose en fait juste un petit schéma pour que vous compreniez l'idée dans le cadre de la gestion d'un projet. Quand on est dans la gestion d'un projet, on va avoir un état initial qui est, bon, avant le projet, il n'y a aucune émission. Donc, si je fais mon projet, j'ai certaines émissions avec un impact d'émissions qui vont avoir un impact négatif sur l'environnement. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire si je souhaite en fait pouvoir réduire en fait mon empreinte carbone au minimum, ça va être d'abord réfléchir comment éviter les émissions. Et c'est quand même ça la base, faire en sorte il n'y a pas d'émissions. Euh, évidemment, c'est impossible qu'il n'y ait pas d'émissions puisque ça fait partie aussi de la nature d'émettre du CO2. L'idée, en fait, c'est qu'on arrive à trouver un équilibre et à mettre des émissions qui soient absorbables par la nature sans que ça crée cet effet de serre additionnel. Donc, éviter les émissions. Ensuite, on va avoir un travail sur réduire ces émissions qui ne sont pas évitables, les réduire au minimum. Et ensuite, on va avoir forcément un impact résiduel. Et en dernier lieu, si jamais on n'arrive pas à tout réduire, ce qui est quand même le cas de l'ensemble des projets, on peut chercher à compenser. Et cette compensation, elle se fait avec un système de crédit carbone, de label bas carbone. Donc, c'est un sujet qui est un petit peu controversé parce que il ne faut surtout pas que ce soit la solution et l'alpha et l'oméga de compenser en se disant bon, ben, moi, je vais continuer à émettre tant que je veux. Et par contre, je vais payer pour que des crédits carbone pour que d'autres, en fait, réduisent à ma place, en fait. Mais c'est quelque chose quand même qui existe et donc vous pourrez vous renseigner si ça vous intéresse sur ces notions de compensation et comment on peut mettre aussi des projets de compensation sur son territoire. Voilà. Donc, si on regarde par rapport à l'empreinte carbone des OGD, si vous souhaitez réduire votre empreinte carbone, il y a quand même de nombreux leviers d'action. Donc, en filigrane, on a vu effectivement que la mobilité, c'est effectivement l'enjeu clé, mais pas que. Il va y avoir des enjeux de communication, parce que ce qui est important, c'est que les gens soient de plus en plus sensibilisés à tout ça, que les consommateurs et les visiteurs puissent faire des choix éclairés. Donc, ça veut dire que vous pouvez sensibiliser en fait les personnes, vous pouvez sensibiliser, accompagner les sociopros du territoire, valoriser ceux qui sont engagés, qui mettent en œuvre des actions, les aider dans de l'éco-conception aussi. Voilà, donc il y a tout un travail en termes de communication. Au niveau marketing, c'est pareil, c'est où est-ce que vous allez rechercher vos clientèles? Est-ce que vous allez chercher des clients aux États-Unis et au Japon ou est-ce que vous recherchez une clientèle plutôt de proximité? Comment est-ce qu'on va allonger des séjours? Comment on va
faire des propositions en fait de packaging de séjour bas carbone. Enfin voilà, c'est toute une partie de marketing autour de ça. L'ingénierie touristique, comment je vais accompagner les offres en fait pour que les sociopros évoluent vers des offres aussi bas carbone. Au niveau RH interne, vous allez pouvoir aussi travailler avec des collaborateurs, les sensibiliser sur les éco-gestes, mais aussi mettre en place les moyens et les conditions pour que ces éco-gestes soient fonctionnels et que vous puissiez, voilà, qu'il y ait des poubelles de tri dans les BIT, par exemple. Enfin, voilà, des choses simples. Et puis, il y a aussi la partie coopération, puisque les choses, on ne les fait pas seules. Et vous avez en Occitanie quand même une dynamique euh, de transition qui est assez importante. Donc, c'est effectivement de participer en tant qu'OGD à cette dynamique de transition et de transformation au niveau régional. Voilà. Donc, j'ai fait très vite, puisqu'on ne m'avait donné pas beaucoup de temps, mais je vais pouvoir passer la main maintenant à Christelle qui va rentrer un peu plus dans le détail des acteurs, des outils et des dispositifs pour le tourisme en région. Et donc voilà, Christelle, je te laisse la main. Super. Bonjour à tous et toutes. Merci Mathieu pour cette présentation là très claire et j'espère que vous avez pu avoir les clés là de ce que c'est un bilan carbone et comment, enfin, comment vous aider à y voir plus clair. Je vais essayer moi et tenter. Merci Sophie aussi de l'invitation à participer à ce réseau des référents que je salue parce que c'est pas dans toutes les régions qu'on a un réseau animé par un CRT là qui veut aussi engager plus fortement la transition écologique en matière de tourisme. Donc ravie d'être avec vous. Je vais essayer de vous donner quelques clés, alors que j'ai moi avec mon regard qui est bien plus neuf que vous sur le sujet du tourisme. Comme je vous le partage, souvent je vois que certains, sont aussi, référents là avec nous dans le cadre de l'animation, du fonds tourisme durable. Ce que l'on fait à l'ADEME, ce que l'on ne fait pas et avec qui on le fait, puisque généralement à l'ADEME on travaille rarement seul. On essaie de le faire en réseau et la transition écologique, doit se faire dans tous les cas en réseau. Alors est-ce que j'ai bien la main? Oui. Donc l'ADEME en Occitanie, et Mathieu l'a dit, a pour ambition, en étant opérateur de l'État, d'accompagner cette neutralité carbone. Et d'où l'idée, qu'on a eue, il y a maintenant 2 ans, de dire: «Mais comment on le fait?» Et pour ça, il y a besoin d'avoir la photo du bilan carbone où on en est des émissions, donc ça, on l'a. Mais il y a besoin aussi de tracer des récits, des chemins et les chemins, bah, des fois, ils peuvent être, différents si l'on a un territoire, une collectivité, une entreprise avec des moyens aussi très différents. D'où ces scénarios de transition 2050 qu'on a fait, du scénario 1 qui est très frugal au scénario 4 qui est très technologique, mais tous vont vers la neutralité carbone et tous se basent sur des hypothèses qui sont très différentes. Et mon message aujourd'hui, c'est aussi comment, avec le secteur du tourisme, on trace cette neutralité carbone qui est, Mathieu l'a rappelé, et vous le savez, a un impact aussi qui est non négligeable et dans une région aussi qui a un positionnement très fort avec des retombées très fortes sur le tourisme. Du coup, les impacts aussi peuvent être très forts. En termes d'atténuation, mais aussi en termes d'adaptation, c'est vraiment le levier à ne pas oublier. On le voit aujourd'hui encore, que le tourisme doit et devra s'adapter, et ces 2 piliers doivent marcher ensemble. C'est pas l'un contre l'autre, mais c'est bien l'un avec l'autre, et donc c'est important de voir comment on arrive à tracer ensemble cette route. L'ADEME, pour, rappeler là ceux qui ne connaissent pas, c'est, donc on est un opérateur de l'État, on a différents fonds et outils. Mon message aujourd'hui, c'était de vous dire et de vous rappeler que, très brièvement, hein, que cet engagement que vous pourrez avoir à travers l'échelle de chaque collectivité, on le fait et l'ADEME peut l'aider à travers différents outils, notamment des fonds, à travers, tout ce qui est chaleur renouvelable, économie circulaire, le fonds vert aujourd'hui dédié aux collectivités et à enclencher la transition écologique des collectivités et puis certains le connaissent, on est opérateur de l'État pour, le plan Destination France, dans lequel l'objectif de la France est de porter, la France comme la première destination touristique et on a différentes mesures dont le déploiement du fonds de tourisme durable vers les hébergeurs et restaurateurs.
Donc l'ADEME, on accompagne les collectivités, je vous en parlerai juste après à travers sa stratégie, les entreprises aussi, mais ce que l'on fait, c'est qu'on ne le fait jamais tout seul. Et il y a différents réseaux et mon message aujourd'hui, alors certains les connaissent, c'est des réseaux très techniques. Vous voyez les réseaux chaleur renouvelable, les générateurs sur tout ce qui est électricité, les CEP dans les collectivités qui sont là pour aider à faire la réduction, notamment à agir sur la partie patrimoine et services de la collectivité. Le RESOC, qui est le réseau des achats, certainement il interviendra lors, du webinaire là, mentionné par Sophie au mois de novembre. Et puis différents réseaux de collectivités, Totem, Cyclope, sur l'énergie, sur l'économie circulaire. Là, vous voyez la carte aussi des partenaires tourisme. Enfin, tout un réseau qui sont aujourd'hui importants que vous connaissiez, même si je n'ai pas l'exhaustivité de tout vous présenter. Mais pour vous dire, vous n'êtes pas seul. Si cette transition, vous voulez l'engager, regardez ce qui se passe sur votre territoire, cartographiez les acteurs et allez-y ensemble. Voilà, c'est un peu mon message qu'on va essayer de décrypter. Hop, si ça marche. Donc le tourisme à l'ADEME, c'est une priorité qui est récente, mais qui néanmoins est opérée hop, juste avant, ça a été passé, qui du moins opérée à travers une stratégie, voilà, à travers une stratégie qui a été déclinée là en 2021, alors que certains d'entre vous connaissent et qui s'opère aujourd'hui avec des moyens qui sont alloués dans le cadre du plan Destination France, historiquement avec le plan de relance, sur 4 piliers. Donc le fonds tourisme durable qui va aider les hébergeurs et restaurateurs, et donc on parlera après du volet entreprise, dans un deuxième temps, à engager une transition écologique de son secteur, à les aider aussi des fois à mesurer, comme l'a fait, va témoigner Maud, aussi par la suite sur cette empreinte carbone et du coup à encourager une transition, de ces opérateurs-là et de ces socioprofessionnels. L'appel à projet aussi sur former un agent de tourisme, comment encourager un tourisme autrement, comment réciter, je dirais, un tourisme autrement, comment encourager de nouvelles formes de tourisme et donc il y a des moyens aujourd'hui alloués, pour encourager cette transformation touristique. Un quatrième volet qui est sur la mesure, vous l'avez vu et la mobilité est un enjeu fort. Le vélo, le développement du vélo-tourisme peut être aussi des enjeux, importants pour décarboner, le secteur du tourisme et donc il y a des mesures aujourd'hui qui existent et que je vous encourage, à déployer et dont on a pu faire l'objet de présentations, lors de l'atelier mobilité. Et puis sur l'empreinte carbone, l'ADEME a aujourd'hui, notamment sur cette approche territoire, donc est un des opérateurs de Destination France, a réalisé donc en 2020 ce premier bilan gaz à effet de serre dont Mathieu a rappelé les enjeux là au préalable. Et c'est vrai que c'était une première, hein, dans les différents bilans territoriaux énergétiques que vous avez et que vous pouvez voir, les bilans énergie au niveau français, il n'y avait jamais eu, de quantification de le tourisme, c'est quoi? Et comment on arrive à mesurer son impact, et du coup à décliner derrière un plan d'action. Parce que la mesure, elle est importante, mais il faut arriver à décliner derrière des actions, au regard des enjeux et de la trajectoire que l'on se fixe. Et donc la volonté là dans la mesure empreinte carbone, c'est aussi d'avoir ce bilan qui soit renouvelé tous les 2 ans et donc on est en train là au niveau national dans le cadre de la mission interministérielle que l'on peut animer, auprès des différents ministères de tutelle et des opérateurs comme Atout France, comme la Banque des Territoires, avec ADN aussi, dont, vous faites partie, au niveau régional et animé par les CRT, remettre à jour ce bilan gaz à effet de serre. Alors après sachant que les données, Mathieu l'a dit, on est sur 2020 dont les données datent de 2018, donc d'avant Covid aussi, et donc l'idée c'est d'avoir des données qui soient mis à jour et qu'on puisse aussi outiller, les territoires, notamment au niveau régional, puisqu'on a une trajectoire là qui est nationale avec des secteurs du coup dont le tourisme est identifié et maintenant comment au niveau régional, comment à l'échelle d'une région comme, l'Occitanie, on arrive à quantifier cet impact du tourisme avec des méthodologies, des données, et vous l'avez vu, Mathieu vous l'a présenté, il y a des entrants à prendre en compte, il y a la partie périmètre et puis il y a la partie, extérieure de tout ce qui sort. Donc c'est un travail là qui est en cours, alors qui devait être lancé là en début d'année, et le CRT côté Occitanie est bien mobilisé. Alors je ne sais pas pourquoi ça a passé. Voilà. Avec, donc, l'idée de conforter, ce travail-là et la Nouvelle-Aquitaine a lancé une expérimentation sur lequel du coup, les différentes régions, vont se doter et outiller, donc c'est quelque chose qui va être lancé prochainement.
À l'échelle des territoires, au niveau infra, aujourd'hui, vous avez, des chargés de mission qui existent dans chacune de vos collectivités, dans laquelle vous faites partie, qui sont des réseaux, que l'on peut animer et qui sont, eux, Mathieu l'a rappelé, obligés, de réaliser pour la plupart d'entre eux, la plupart des collectivités qui sont de plus de 20 000 habitants, un plan climat et énergie territorial. Et donc vous avez des hommes et des femmes, des relais qui ont travaillé sur une stratégie énergie-climat, une stratégie de transition écologique. Donc je vous ai mis la carte là au niveau de l'Adréal, avec les collectivités notamment que vous voyez en vert, qui ont engagé cette démarche-là. Et en regardant un petit peu, notamment, je prenais le cas de la Demicienne, là, sur le territoire du département de l'Hérault, qui a mis en lumière donc un plan climat et énergie territoriale et qui a un axe favoriser le tourisme durable dans son territoire, avec différentes actions qu'elle a pu illustrer, notamment à travers la promotion de l'écolabel européen. Et donc moi, je vous invite vraiment dans vos territoires, à contacter les chargés de mission énergie-climat, économie circulaire qui existent, et puis à voir avec eux qu'est-ce que eux ils ont fait dans le cadre du plan climat, qu'est-ce que eux, vous avez besoin, comment le secteur du tourisme est mis en lumière, comment il est quantifié dans ce plan, et à prendre contact avec eux, parce qu'il y a des moyens et des outils qui peuvent permettre aussi de vous aider à conforter une politique de transition écologique du secteur touristique. Voilà, ça c'était mon premier message là-dessus. Et puis ces collectivités aujourd'hui, elles sont, réunies avec des moyens, de référentiels, de labels de transition écologique que l'on peut animer, que l'on peut outiller, que l'on peut financer. Vous voyez la carte aujourd'hui des territoires, engagés dans la transition écologique. Ils sont d'ailleurs réunis aujourd'hui à Toulouse, qui est une rencontre nationale. Et puis au niveau régional, il y a des réseaux de collectivités qui existent, qui sont notamment le réseau Totem, des collectivités engagées sur la transition écologique. La prochaine rencontre là est le 2 octobre à Montpellier. Moi, je vous invite et je vous ferai suivre aussi, par l'intermédiaire de Sophie, à assister à ces réseaux. On y parle de développement des ENR, on y parle, d'adaptation au changement climatique, on y parle aussi, de développement, des réseaux, de travailler aussi sur, comment travailler ensemble, diminuer son impact carbone. Voilà, et il y a vraiment un croisement à faire entre, le monde que vous êtes du monde du tourisme et puis ce réseau existant qui travaille sur la transition écologique. Donc ça, c'est pour l'approche territoire. Pour les entreprises, vous avez un vrai rôle à jouer, et donc c'est Mathieu vous l'a rappelé de diffuser aussi les méthodes, les outils auprès des entreprises et sociopros pour les engager, dans une transition à l'échelle de leur organisation. Donc il y a des méthodes et des outils, j'y reviendrai pas, qui existent. Il y a des guides sectoriels aussi qui ont été faits, sur la montagne, le sport et tourisme, qui sont des choses à disposition pour que les entreprises soient mieux outillées. Et puis, c'est vrai qu'il y a des financements, qui existent, alors avec des partenariats qui ont pu évoluer là, notamment dans le cadre des différents dispositifs, et Maud vous le présentera, mais elle aura pu réaliser un bilan gaz à effet de serre dans le cadre du fonds de tourisme durable. Ça a été financé, dans le cadre du fonds de tourisme durable. Aujourd'hui, c'est BPI qui peut accompagner les entreprises avec ce DIAC Décarbonation, qui anime un réseau de référents, hein, qui sont des référents, de bureaux d'études, qui sont labellisés, accrédités par l'ABC et qui peuvent accompagner les sociopros, pour réaliser leurs photos, et puis encourager un plan de transition écologique. Et puis certains d'entre vous connaissent bien, dans le tourisme, il y a quand même un réseau qui existe et que moi, je vous encourage à relayer, qui est le réseau, tourisme durable, et certains d'entre vous ils sont présents, et qui peut, à travers le déploiement et des mesures du fonds de tourisme durable, aider à mettre en œuvre des actions, une fois que l'entreprise a identifié du coup, les enjeux, de sa transition à mettre en œuvre. Et par ailleurs, il y a des outils spécifiques, hop, qui existent, et qu'a pu réaliser, là je vous ai illustré donc le cas concret, de la Compagnie des Pyrénées, qui a réalisé son bilan carbone à l'échelle de l'ensemble des scopes, à la fois, le domaine skiable, à l'échelle du territoire avec les collectivités, et puis au niveau des visiteurs. Bon, et c'est vrai que, alors c'est important d'avoir cette photo du bilan carbone, mais souvent et bien souvent, le transport, et on le voit encore là, notamment dans des secteurs très touristiques, arrive en 1er lieu et le plus impactant, alors avec en moindre mesure en fonction de l'échelle que l'on prend, et c'est vrai que c'est l'impact plus important au niveau des visiteurs. Mais soit disant en passant, ce que me disait la Compagnie des Pyrénées, qui a réalisé ça sur 9 stations des Pyrénées, ça a été une dynamique aussi en interne de comprendre les enjeux, aussi de former son personnel, et puis d'avoir une photo et de décliner derrière des axes, d'encouragement,
pour déployer vraiment un vrai plan d'action, en fait, et de pouvoir en mesurer. Là, je vous ai rappelé, puis vous l'aurez dans les slides du coup, les différents éléments de ce que fait aujourd'hui le DIAC Décarbonation à travers le réseau BPI, dont il y a plusieurs référents qui existent en Occitanie et plusieurs aussi réseaux de bureaux d'études qui accompagnent du coup ce DIAG, auprès des socioprofessionnels et dont vous pouvez être le relais auprès de vos entreprises sur le territoire. Aujourd'hui, donc le bilan carbone, et Mathieu l'a rappelé, c'est une photo. La photo, c'est important, mais il faut mettre en œuvre derrière un plan d'action et définir un axe, une stratégie. Et donc, il y a des outils qui existent pour ça, qui est notamment la méthode ACT, qui permet de déployer un plan d'action. Et d'ailleurs, la Compagnie des Pyrénées, au préalable, Mode, avec le camping de l'Espiguette, qui va témoigner juste après, a bénéficié d'un accompagnement à travers l'expérimentation qui a été lancée sur le secteur du tourisme. On en a 3 lauréats en Occitanie, la compagnie, l'ASPL du Grau-du-Roi et puis, le Petit Cyclo, pour permettre de décliner, on va dire, cette photo et de décliner un vrai plan, d'action, pour les entreprises. Et aujourd'hui, ces dispositifs, cet accompagnement enfin, l'entreprise pourra pas le faire seule, hein, parce que c'est les compétences, même si Mathieu vous l'a très, bien expliqué, un facteur d'émission, c'est quoi? Voilà, il y a des experts, il y a des réseaux de bureaux d'études qui existent et qui peuvent aider du coup, les entreprises. Alors c'est un petit coût et aujourd'hui ce coût, il peut être financé à travers des dispositifs comme le fonds tourisme, Tremplin et donc il ne faut pas hésiter à en faire le relais, également à ce sujet-là. Et puis, il y a aussi des références qui existent, enfin, que vous connaissez, hein, sur le secteur du tourisme, qui est notamment, comment, mettre en lumière cet impact avec des méthodes à travers l'affichage environnemental qui sont aujourd'hui alors des outils qui sont en cours de développement aujourd'hui, en cours d'expérimentation, notamment pour le tourisme, hein, même si, l'Occitanie, on est en avance puisqu'on a un CRTL qui accompagne l'opération collective, hein, notamment sur le secteur du tourisme en milieu urbain, pour déployer cet affichage, cet impact environnemental qui prend en compte les émissions CO2, mais pas que, aussi les éléments de l'eau, la biodiversité, qui sont des impacts aussi importants, à mettre en lumière, pour une clientèle, qui veut choisir, un établissement, qui s'engage dans une démarche donc et qui sont aussi des outils de mesure, pour à la fois communiquer, mais aussi s'évaluer, mesurer son engagement environnemental ou alors l'écolabel européen, qui sont aussi des mesures et des outils qui peuvent être aidés à travers les dispositifs qu'on accompagne, aujourd'hui dans le fonds de tourisme durable pour, mesurer, son engagement, mesurer, ou aider à mesurer à travers un plan d'action très spécifique, sa démarche, avec une grille, d'analyse et ça, c'est des outils qui sont intéressants aussi à relayer, communiquer, comme le fait la Domitienne là sur, son territoire auprès des socioprofessionnels. Et puis pour terminer, alors un rappel, mais ça voilà, certains d'entre vous le connaissent bien. Donc l'ADEME, on est un opérateur donc qui travaille rarement seul. C'est vrai que pour, le tourisme et on le sait, on n'a pas la compétence et la velléité à travailler, sur tous les sujets, et donc on a besoin des réseaux et on le fait, très bien et je m'en félicite là avec le CRT, puis tous les partenaires aussi, ZADT, CCI, PNR, pour promouvoir un tourisme plus durable en Occitanie avec la région. On va être, donc un relais pour des méthodes, des outils qu'on a faites notamment et que je vous invite aussi à relayer sur le secteur du tourisme. Essayer de mettre en lumière avec des données, voilà, ça vous a été, rappelé, des labels aussi qu'on peut promouvoir pour les territoires, pour les entreprises, des formations aussi que l'on peut faire, et ça, c'est un sujet aussi qu'on essaie de travailler aussi pour développer des formations spécifiques tourisme durable. Et puis, avec une plateforme qui existe et qui est Agir et sur lequel vous retrouvez les différents dispositifs de financement et de guides que je vous incite, alors qui sont cliquables, hein, c'est des liens qui sont cliquables qu'on vous a mis, qui sont l'offre aux entreprises ou l'offre aux collectivités que d'ailleurs, Sophie l'a relaie sur le site pro du CRT et qui sont aussi des outils pour essayer de comprendre alors ce que l'on a dans nos besaces pour aider les collectivités et les entreprises, mais aussi, ce qu'il peut y avoir, avec les partenaires dans le cadre d'appels à projets régionaux et autres, qui sont pas forcément communiqués sur la plateforme, Agir là, côté ADEME. Donc je vous invite aussi, à aller voir, là-dessus. Et donc mes messages, moi, que je voulais faire passer en guise d'ouverture, hein, et puis de messages, clés, puis ça pourra appeler aux discussions, c'était, c'est important et vous l'avez vu et le secteur du tourisme, doit engager, sa trajectoire de décarbonation.
on peut y aider. Moi, je vous invite d'abord à connaître, avant de se lancer, de se dire: «Moi, je veux y aller», mais à connaître le jeu d'acteurs sur votre territoire. Déjà, qui fait quoi? Qu'est-ce qui a été fait? Quelles sont, comme ça a été rappelé là, les démarches réglementaires? Est-ce qu'il y a des appuis, des relais qui existent, des chargés de mission de transition écologique qui peuvent peut-être m'aider, m'outiller à comprendre un peu, bah, tout ce voilà, ces éléments-là, sur votre territoire et à aller les voir, voilà, vraiment à aller les voir parce qu'eux ont travaillé la transition écologique, mais on peut-être pas travailler le tourisme. C'est des fois le voilà le pendant et les 2 mondes qu'il faut essayer de racoler. De venir du coup renforcer les plans d'action des territoires sur le secteur du tourisme en vraiment mettant en lumière, en proposant vos forces aussi, vos compétences maintenant, qui ne cessent d'augmenter grâce au réseau, des référents tourisme là animé par Sophie sur le secteur de la transition écologique et de dire: «Voilà, moi ce que je peux faire, comment je peux le faire, les enjeux». Et notamment, travailler de la mise en tourisme des acteurs et on le voit, la mobilité, il y a vraiment un vrai sujet, et je sais que vous y travaillez puisqu'un nombre d'entre vous sont lauréats à des différents appels à projets sur le sujet. Et donc de pouvoir contribuer à l'animation de ce secteur-là, d'encourager donc les démarches de labellisation, vous l'avez vu, de territoires de destination. C'est des choses qu'on travaille là avec Sophie, mais aussi des entreprises à travers, les labels, les écolabels, en rappelant les fonds qui existent sur le territoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, j'entends souvent: «Ça coûte cher, c'est compliqué, j'ai pas l'argent et tout». Mais en fait, il y a une très mauvaise connaissance parce que j'entends et ça peut être compliqué, de ce qui peut, être là, comme fonds, et qui peut aussi permettre d'enclencher une première marche et je crois que enfin, Aude le dira bien mieux que moi, mais c'est ce qui a fait que, à travers son expérience, une première marche dans le fonds tourisme a permis d'enclencher d'autres choses et qui sont aujourd'hui lauréats de nombreux appels à projets, qu'il faut mettre en lumière, mais qu'il faut, voilà, ça a encouragé une première marche. Donc vous êtes vraiment un vrai relais de connaître cette offre-là et de le relayer sur votre territoire et puis, je pense qu'il y a un vrai travail, nous, qu'on souhaite faire aussi à l'échelle de l'Occitanie, c'est comment on arrive à mettre en récit cette destination de l'Occitanie, que vous faites déjà très bien, mais en montrant aussi cet impact, cet impact dont la mobilité, voilà, peut être très forte et en travaillant sur les messages aussi, en peut-être réinventant aussi, c'est des mots qu'on voit souvent là, le tourisme autrement, qui peut être un levier du coup très important aussi, et nécessaire, pour encourager la décarbonation du secteur touristique. Voilà là-dessus. Moi, j'en avais fini pour, mon intervention, mais je reste à votre disposition s'il y avait des questions. Maude? Voilà. Oui, merci. Merci beaucoup Christelle. On va passer la main à Maud, tout de suite, si tu te Oui, sens d'attaque. bonjour à tous. Alors déjà, merci de m'accueillir et de me donner l'occasion de vous porter ce témoignage. Et puis merci de votre indulgence parce que c'est vrai que je suis quand même, j'espère que je n'aurai pas de quinte de tout comme je l'ai dit pendant la présentation. Sinon, je disparaîtrai et je laisserai Sophie et Christelle vous parler de l'expérience puisqu'elles la connaissent. Alors, j'ai pas pris la main, je sais pas s'il faut que je la demande. Voilà. Alors déjà, il y a une petite chose. Hop. Voilà. Déjà une première petite excuse, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de revoir moi complètement ma présentation document, mais je ferai passer ça et si Sophie veut compléter, après ça pourra être fait. Déjà rappeler un contexte dans lequel pour le bilan carbone du camping de l'Espiguette a été fait. Donc le camping de l'Espiguette, c'est un camping, moi j'ai tout de suite perçu en arrivant en 2017, qui a de forts atouts, mais aussi de grandes fragilités. De forts atouts puisqu'il est en zone préservée, grand site de France, zone Natura 2000 en mer et sur terre à différents endroits. C'est un camping qui est en très grande majorité sur le domaine public maritime. Donc voilà, c'était tous ces éléments-là nous ont fait prendre conscience de la nécessité de travailler sur ce camping et sur sa préservation. Mais à côté de ça, c'est un camping qui est avec une forte fragilité, un fort risque de voir ces paysages et ces atouts-là se banaliser par un fort tourisme de masse. Uniquement dans un esprit de consommation du territoire et c'est là-dessus qu'on s'est dit qu'il fallait travailler. Il y avait également de fortes valeurs qui étaient là dès le départ, induites par la feuille de route que nous avaient tracée nos élus, qui était la nécessité de conserver quand même cet esprit camping et cette notion de transgénérationnel et surtout de mixité sociale.
social. En gros, il était hors de question de passer d'un camping, alors je ne l'ai pas forcément présenté, mais le camping d'Espiguet, c'est 42 hectares, plus de 2000 emplacements, donc c'est une petite ville, puisque en plein été, on monte jusqu'à 10 à 12 000 personnes au sein du camping, et c'est tout ça dans un tourisme donc social et populaire, puisqu'on est dans une catégorie moyenne de 3 étoiles en camping et qu'il est hors de question de se transformer en petit camping, certes écolo, mais sur lequel il n'y aurait plus de possibilité d'avoir cette mixité sociale. Donc ces valeurs fortes, elles étaient là. Il y avait cet enjeu de montée en puissance donc du tourisme durable, cette prise de conscience, mais vraiment peut-être un sentiment un peu d'être seul à ce moment-là, hein. C'est vrai que tout ça bouillonnait un peu, mais il n'y avait pas encore tout cet accompagnement et tout ce qu'on peut voir maintenant. Il y a eu des premières mesures qui ont été prises et qui allaient finalement dans le bon sens, parce que quand j'écoutais les présentations, je me suis dit, voilà, quand on a décidé en 2019, et sans comme ça, hein, simplement de supprimer les goodies dans les soirées de camping, alors c'est dans l'absolu un non-événement, mais je me rends compte que déjà on a fait une action claire et une action concrète pour réduire nos émissions. Donc là-dessus est arrivé, et c'est là où on voit bien sûr tout ce que ça peut impliquer, ces propositions d'accompagnement de l'ADEME. Donc on s'est vraiment appuyé là sur ce fameux réseau et sur les personnes qui ont pu nous aider à monter ce dossier. Alors on avait la chance à l'époque d'avoir une référente tourisme durable, ça va remonter en puissance chez nous, mais depuis donc Pascaline, que certains connaissaient peut-être, nous a quittés pour de nouvelles missions. Et c'est vrai qu'on a tout de suite travaillé à obtenir cet accompagnement avec l'ADEME, avec des actions qui ont été accompagnées aussi, et puis donc la mise en place de ce bilan carbone. Ça a été pour nous extrêmement important, et on a tout de suite décidé de travailler un bilan carbone très complet sur l'ensemble des scopes qui ont été présentés, donc aussi bien sûr sur nos émissions à nous, entreprises, mais surtout ce qui venait aussi, sur tout ce qui pouvait arriver aussi de l'extérieur. Et bien entendu, il n'y a pas de surprise dans le résultat du bilan. La grande majorité de nos émissions proviennent des déplacements pour l'arrivée et le départ de nos clients. Ça nous a permis, ce bilan carbone, de faire un travail d'implication de l'ensemble des fonctions au sein de l'entreprise, puisqu'on a fait travailler aussi bien des gens de la comptabilité que du personnel au ménage, etc. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'important. Ça a permis, je dirais, du coup, la maturation, la continuité de la maturation au sein de l'entreprise, de l'acculturation du personnel de l'entreprise sur ces sujets-là, et donc une montée en puissance des actions. Donc le bilan, pour le présenter donc rapidement, donc là vous avez le bilan classique, hein, tel qu'il a été fait, et dans la présentation de ce que je vous expliquais, hein, c'est-à-dire de cette entrée en transition réellement. Aujourd'hui, nous rentrons donc dans cette phase, dans cet accompagnement acte qui va nous permettre de mettre en place des actions liées à ce qui a été déterminé. Alors, est-ce que ça avance ? Voilà, donc le processus de travail, hein, comme je vous l'expliquais, avec un cadrage de l'étude, bien entendu, qui a amené jusqu'à une analyse, à une restitution. Là, j'aimerais faire un tout petit tips pour ceux qui vont se lancer ensuite là-dedans. Il faut avoir en tête que quand il y a une première restitution qui est faite. Moi, j'ai trouvé ça très important. Aujourd'hui, on en est à ce stade-là pour nous. C'est-à-dire que c'est une restitution qui a été faite à un tout petit groupe, donc la référente, bien sûr, tourisme durable, qui était là encore à ce moment-là et qui avait accompagné la démarche en interne, la direction générale, donc on
a moi-même et puis mon directeur adjoint qui est plus délégué au camping, Frédéric, et puis notre assistante de direction qui participait à ce processus. Ça nous a permis déjà de pointer ce qui nous semblait à discuter dans ce bilan, et on est dans une phase où encore on peut corriger certaines choses. Ça, c'est important de le savoir. Par exemple, alors c'est pas forcément pour minimiser, au contraire, hein, c'est pas du tout notre état d'esprit, mais au contraire, on s'est rendu compte que ça n'avait pas forcément été bien pris en compte sur l'impact des déplacements de ce qu'on appelle nous les résidents, qui sont des propriétaires de leur mobil-home. Il n'avait été évalué qu'un aller-retour pour ces personnes. Or, ce sont des personnes qui, lorsqu'elles sont, c'est un petit peu comme c'est leur résidence secondaire finalement, le camping, donc ils peuvent faire de multiples allers-retours tout au long de la saison quand le camping est ouvert, et bien entendu, ça n'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc là-dessus, c'est des choses sur lesquelles on est revenu. Aujourd'hui, on en est à ce stade, et maintenant, on va rentrer, donc comme c'est noté là, dans la construction de la démarche Acte Pas à Pas, et donc dans cette co-construction d'un plan de transition avec l'ensemble de l'entreprise. Donc, la production du bilan carbone sur 2022, comme je vous l'ai dit, bon, ça a été fait, bon, on a plus glissé sur le début 2023, bien entendu, et puis il reste encore à le présenter de manière globale maintenant avec ses évolutions. Et donc ça, c'est ce qui va être fait au mois de novembre, juste avant les premiers ateliers qui se mettent en place avec l'ensemble du personnel pour commencer à enclencher les actions. Alors, hop, ça ressemble un peu à ce que vous avez vu tout à l'heure, hein, bien entendu. Hop là, ça allait trop vite du coup. Voilà, donc bien entendu, la cartographie des flux a été faite, hein, donc avec l'ensemble des déplacements, l'ensemble des impacts liés notamment à la collecte et au traitement des déchets produits, et puis la consommation aussi directe, hein, et interne de nos différents bâtiments, de nos différentes activités comme le parc aquatique par exemple. Donc voilà, ça en tout cas, le résultat permet d'y voir plus clair sur ce type sur chaque élément sur lequel on va pouvoir agir ensuite. Ça vous donne une idée du coup du process, et de voir, il faut se dire que c'est un temps long, relativement long, enfin en tout cas d'une bonne année dans lequel on s'engage, 1 an à 1 an et demi, parce qu'après il ne faut pas oublier qu'on est en action et qu'à côté de ça on ne met pas tout en stand-by pour faire un bilan carbone. Juste rappeler que l'année dernière, le démarrage a été un peu retardé parce qu'on a eu la mauvaise idée de le démarrer, je crois que c'était le jour même ou le lendemain, on fait quelque chose comme ça, de cet incendie que, vous le savez, on a vécu l'année dernière et sur lequel le camping a perdu plus de 60 mobil-homes, avec 1 hectare entier qui a été pris dans les flammes pendant plusieurs heures, toute une journée. Donc forcément, je vous avoue qu'on a eu d'autres priorités pendant quelques semaines et pendant quelques mois, donc d'où aussi ce fameux décalage. Sur les différentes personnes impliquées, vous le voyez, donc une équipe projet et direction très resserrée, et puis progressivement, ça s'est étendu. L'idée étant que maintenant, vraiment, on réintègre l'ensemble du personnel dans le processus. Alors, les résultats, hop, là, je suis allée trop vite, mais je vais y passer quand même rapidement. Je vous en ai parlé déjà, hein, comme vous le pouvez le constater là, les déplacements à 65%. Et là-dessus, il y a déjà des idées potentiellement pour faire évoluer ça. L'achat de biens et de services, je vous en ai parlé, puisqu'on avait déjà eu quelques actions, mais ça se continue également. Et voilà, donc là, c'est l'ensemble des sujets, mais cette cartographie est assez intéressante. Ce que je voulais dire aussi, qui a été une surprise, alors c'est un autre petit conseil comme ça, très technique, mais qui peut être intéressant pour ceux qui vont se lancer, c'est le fait que nous, on s'attendait, quand on a eu cette première présentation, à pouvoir se comparer. Et alors bon, selon la bonne vieille maxime, comparaison n'est pas raison, et en fait, on se rend compte que non. Alors oui, on va pouvoir établir des liens et se dire que ça correspond à tant de kilomètres
kilomètres en train, etc. Ça, oui, on a ces éléments-là et c'est intéressant. En revanche, on ne sait pas si on est entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de notion de plutôt meilleur ou plutôt moins bon que d'autres dans nos catégories. L'idée étant de vraiment engager une démarche personnelle et d'avoir cette photographie à un instant T pour pouvoir soi-même progresser, pas forcément en se comparant à d'autres objets de la même catégorie. Bon, ça, je vais passer vite. Je vous en ai parlé. Donc, encore une fois, là, on a remis ça par type d'émetteur au sein de notre étabbissement. Donc, le camping lui-même, ses clients, les fameux résidents dont je parlais tout à l'heure et les visiteurs qui viennent à la journée. Voilà, en conclusion, ce que je dirais, donc c'est ce que je vous ai un petit peu amené rapidement dans la présentation, c'est cette notion que pour nous, c'est une étape, c'est un élément, cette photographie, c'est une étape de maturation, encore une fois, de cette acculturation qui doit aujourd'hui encore progresser. Ça nous a amené en tout cas à un niveau de compétence, je dirais, en interne, qui nous a permis d'être très réactifs l'année dernière en septembre, malgré tout ce que cette année un peu compliquée pour nous en 2022, et de répondre à un AMI, un appel à manifestation d'intérêt d'Atout France sur la transition, sur l'accélération de la transition des structures touristiques et sur lequel donc on a été retenu. Qui nous permet de continuer à évoluer. On a posé un projet qui s'appelle Camping de l'Espiguette 2030. Donc, on s'est donné quand même du coup quelques années devant nous, mais ça nous permet aujourd'hui de travailler à la structuration de cette pensée, de cette imagination de la suite, parce qu'on parle vraiment on a parlé tout à l'heure de raconter un récit, il est là aussi, c'est-à-dire que l'idée, c'est de vraiment positionner ce camping comme laboratoire d'expérimentation d'une nouvelle forme de tourisme qui ne nie pas son tourisme de masse, parce qu'encore une fois, on a un grand camping en bord de mer et il n'y a pas de raison de ne pas le rester, mais de se donner les moyens de le rester en étant plus responsable. Donc, on est vraiment dans cette idée-là. On a lancé un travail vraiment en profondeur là avec l'ensemble des équipes qui se continuent, avec des ateliers d'innovation assez importants et qui sont ouverts et on est vraiment sur cette ligne-là à tout un ensemble de populations au-delà des professionnels du tourisme. On a vraiment ouvert ça à l'ensemble de la population du territoire. Les premiers ateliers vont avoir lieu en octobre. Et du coup, le bilan carbone est un élément de cet outil qui nous permettra d'avoir cette photographie à cet instant T et de voir, quand on aura fini cet accompagnement du coup d'1 an, qui doit durer jusqu'en avril-mai 2024, ce qu'on met en place par rapport à cette photographie. À savoir également que dans la même idée, on va réaliser notre... ça y est, j'ai perdu mes mots. On va réaliser notre... je cherche mon mot. C'est pas l'empreinte carbone. Pour avoir une photographie en fait de notre biodiversité à l'instant T, parce que dans ce plan Camping 2030, maintenant, on souhaite même passer au-delà et avoir un impact positif sur notre environnement et sur cette biodiversité. Voilà, en tout cas, ce que je voulais redire et un dernier mot sur le bilan carbone lui-même, c'était qu'il ne faut pas hésiter. Et en tant qu'OGD, alors c'est vrai que nous, on avait moi j'ai cette double casquette, donc c'était intéressant, à faire ce premier travail, peut-être pour soi-même, et puis pouvoir ensuite valoriser et accompagner ce travail auprès des professionnels, parce que c'est vrai qu'on peut avoir besoin quand on est un pro et qu'on n'est pas forcément piloté, aiguillé, pour s'y retrouver dans toutes ces strates qui ont été, je pense, très bien expliquées aujourd'hui. Donc, ça peut être vraiment la valeur ajoutée de nos GD vis-à-vis des produits tourisme, à mon sens, et ça fait vraiment partie de nos nouveaux rôles. Voilà pour cette petite présentation. J'espère que j'étais claire. Moi, je me sens totalement dans le brouillard. Mais... C'est très clair, Maud. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci infiniment. Alors, je ne sais pas pourquoi je n'arrive plus à réactiver ma caméra, mais peu importe. Juste pour finir, donc merci à tous les intervenants parce qu'on a
bien compris, du coup, ce que c'était que, les gaz à effet de serre, l'empreinte carbone dans le tourisme. On voit, on comprend mieux, quelles sont les contraintes réglementaires, les outils, les acteurs aussi de la transition, hein, comme, l'a dit Christelle, qui ont déjà travaillé sur le sujet et effectivement, comment on peut aller s'intégrer en tant qu'office de tourisme, dans les plans, d'action, territoriaux. Donc, voilà, il ne faut pas du tout hésiter. On voulait juste aussi finir, avec cette slide-là pour vous rappeler que vous avez donc le centre de ressources sur le tourisme durable, sur le site pro, hein, du CRTL, où vous avez notamment dans la rubrique, réduire mes impacts, vous avez, une fiche technique, qui s'appelle calculer son empreinte carbone, où vous allez retrouver donc tout un tas d'outils et cetera. Alors comme je le dis à chaque fois, hein, c'est pas un site, c'est un site qui évolue tous les jours, donc voilà, soyez aussi indulgents s'il y a des choses qui manquent, comme vous n'avez pas entendu aujourd'hui. Vous pouvez retrouver aussi, le webinaire et les supports, sur le site pro, mais je vous enverrai évidemment tous les liens. On vous rappelle aussi que dans le cadre du PRF, du plan régional de formation, vous avez une formation qui s'appelle Mettre en place une stratégie bas carbone. Vous avez aussi le relais vers les formations de l'ADEME. On vous a mis ici une capture d'écran. Vous voyez, il y en a pas mal. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'informations, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'outils aussi pour monter en compétence sur le sujet. Et encore une fois, vous n'êtes pas tout seul. Donc on a eu quelques questions, mais je crois que quand même pour la plupart, alors je vais redonner la main, Mathieu, parce que du coup je n'arrive plus à lire les questions, je ne sais pas pourquoi. Mais on avait donc, Vincent de mémoire, du parc du plein air du Quercy, qui nous demandait si le BGES était obligatoire aussi pour les syndicats mixtes. Donc je crois que Christelle a répondu. Vous pouvez reprendre la main sur les micros, hein, pour les intervenants. Oui, alors, alors effectivement, les syndicats mixtes, alors je ne suis pas spécialiste du sujet, mais je pense qu'ils ont un statut public. Je ne sais pas si c'est systématique ou pas, mais je pense que ce sont des établissements publics et donc ils sont soumis au bilan de gaz à effet de serre dans les mêmes conditions que les autres établissements publics, c'est-à-dire au-delà de 250 salariés. Ça, c'est Christelle, tu as Oui, c'est ça. connaissance du secteur, voilà. Non, c'est ça. Voilà. Et puis c'est surtout ce que je répondais aussi à la marge, c'est que à voir comment c'est composé et quel type de collectivité, j'imagine, il y a à l'échelon EPCI. Et du coup, c'est les EPCI qui sont eux-mêmes soumis à des réglementations et du coup, le syndicat est soumis pour le compte à l'ensemble de ces réglementations, comme la collectivité, comme les collectivités qui peuvent faire partie de ce syndicat. Ouais. Merci. On avait une question sur la consommation énergétique, des salariés quand ils sont en télétravail, puisque au moment où on parlait des scopes, du coup, la question, c'est est-ce que ce télétravail, il est pris en compte? Oui, oui, bien sûr, parce qu'en fait, évidemment, l'idée, hein, je pense que là, maintenant, vous avez compris avec les différents exemples, c'est d'aller chercher vraiment toutes les sources d'émissions et c'est pas de se dire, ben, on va organiser l'activité de façon à ce que nos émissions, elles comptent plus. Et donc, c'est pas parce que c'est pas dans les locaux même de l'entreprise, avec le développement du télétravail, il y a effectivement un basculement, on va dire, de la consommation énergétique, entre autres, des locaux de l'entreprise vers les locaux des salariés. Et donc, il y a une prise en considération de cela avec une évaluation moyenne. Et c'est là qu'on voit que ce sont des estimations, parce qu'on ne peut pas savoir finalement exactement combien les gens consomment chez eux. Mais il y a des estimations d'émissions par jour de télétravail. En fait. Donc, c'est considéré. Et alors, ce qui est considéré aussi, c'est que le télétravail émet moins que lorsqu'on travaille dans l'entreprise du fait du transport qui n'a pas lieu. Mais ce constat, il est quand même atténué par le fait que ça nécessite davantage d'outils informatiques, en fait. Et souvent, ça décuple, en fait, le nombre d'outils informatiques. Et aussi, a priori, euh, il y a une incidence sur les déplacements personnels lors des jours de télétravail où il y a davantage de déplacements personnels. Donc, finalement, voilà. Bon, on considère quand même que le télétravail est bénéfique par rapport aux émissions carbone sans forcément que ça soit la panacée absolue. Oui, et puisqu'on rappelle, hein, du coup, effectivement, ça évite des transports, mais on rappelle des petits outils, hein, des petits gestes. On fait beaucoup de vidéos quand on est en télétravail, forcément. Donc, on rappelle couper la caméra, réduit de 96% l'empreinte carbone, en fait, tout simplement. Donc, voilà, c'est aussi des petits Ouais, gestes qu'on peut faire tout à les uns fait. après les autres.
très important du coup de mettre en œuvre les petits gestes par tous. Oui, complètement. Du coup, il y avait une question d'Émilie. Alors, je suppose qu'elle s'adresse à Maude. Est-ce que vous êtes intégré est-ce que vous avez intégré un label environnemental? Et est-ce que vous l'envisagez? Alors, c'est des questions dont on a déjà parlé, notamment avec Sophie. Pour l'instant, c'est un stand-by parce que c'est ce que j'expliquais, je ne veux pas non plus créer une problématique de promesse produit, on va dire, pour les clients. C'est vrai que quand on est dans ce type de label, le client va s'attendre à certains niveaux, un certain degré d'implication. En fait, le degré d'implication, aujourd'hui, il y est, mais il y est sur des choses qui ne se voient pas forcément. Quand on supprime des goodies, ben, les gens ne savent pas, ça peut même râler qu'on n'a pas le petit cadeau qui va bien à la fin de la soirée. Et pour autant, c'est un geste important quand on fait des travaux sur la consommation de l'eau, sur la consommation d'électricité, etc. Ça ne se voit pas. Pour autant, le camping de l'Espiguette reste, comme je l'ai dit, un immense camping familial, populaire, et ça peut ne pas tout à fait correspondre à l'image que se font des gens d'un camping qui aurait un label environnemental. Alors, on a quelques labels sur lesquels on avait candidaté, mais plus parce que c'était les actions derrière qui nous importaient. Donc, on est accueil vélo, on est zéro phyto, donc avec les petites grenouilles là, mais parce que ça correspond à enfin voilà, c'est plus un retour sur une action menée sur un label environnemental. Moi, j'attends un peu et j'attends qu'il y ait vraiment une maturité, que des choses se voient clairement pour ne pas, encore une fois, qu'il y ait cette distorsion de vue entre ce qu'attendent les personnes. On n'est pas un camping utopia, quoi, encore. Hein. Et je ne sais pas si on le deviendra et c'est pas forcément le but non plus, mais voilà, il faut qu'il y ait une évolution à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est pas, voilà, ça peut se faire, mais Ça peut-être peut un se petit peu plus faire, oui. tard. OK, ouais, voilà. Donc, j'espère que ça a répondu à la question. Et c'est vrai que peut-être sur la question, Mathieu, on peut rebondir sur la question des labels, des démarches. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. RSE, Green Destination, c'est aussi des choses qui préparent, hein, voilà, au-delà des obligations réglementaires. Peut-être si tu veux compléter. Oui, en fait, ce sont de toute évidence la question des émissions, comme pour la question de l'eau, comme pour la question de tout type de pollution. En fait, ça fait partie des critères qui sont à considérer. Maintenant, comme je le disais rapidement tout à l'heure, en général, quand on candidate pour un label, on n'est pas obligé de satisfaire 100% des critères. Comme vous le savez, en général, il y a des questions de score qui sont obtenues avec parfois des niveaux, souvent d'ailleurs des niveaux, des étoiles, par exemple, pour engager RSE, des awards pour Green Destinations, des choses comme ça, mais on n'est pas obligé de satisfaire 100% des critères. Donc, on peut tout à fait obtenir en fait un label RSE sans avoir fait un bilan carbone. C'est rare qu'il y ait une obligation absolue d'avoir mis telle et telle action, et souvent les choses se compensent entre elles. Donc, on peut tout à fait obtenir les points suffisants pour obtenir un label sans avoir fait de bilan carbone. Pour autant, ça fait partie des choses qui sont centrales. Aujourd'hui, je pense que c'est clair pour tout le monde que ces émissions de gaz à effet de serre, c'est quand même le problème majeur du dérèglement climatique. Donc, c'est compliqué, je trouve, de se lancer dans des démarches en se disant qu'on élude complètement cette problématique-là. Et pour autant, et c'est aussi pour ça qu'il y a ce webinaire ce matin, c'est que ce sont des sujets qui sont éloignés en fait de nous. Autant les factures d'énergie et d'eau, on les reçoit tous les mois personnellement pour les entreprises. On sait très bien comment ça se passe, c'est intégré. La question des émissions carbone, c'est beaucoup plus immatériel, c'est beaucoup plus difficile à percevoir. C'est pour ça que cette question d'acculturation dont parlait Maud tout à l'heure, c'est hyper important d'arriver à plus matérialiser et intégrer ces notions-là en se disant, mais finalement, c'est pas voilà, c'est pas si inabordable, et puis on peut aussi nous agir chacun à notre niveau. Donc pour le label RSE, en conclusion, ça fait partie, c'est toujours intégré dans les labels RSE sans forcément que ça soit une condition sine qua non pour l'obtenir. OK. Merci. Je crois qu'il n'y a plus de questions, donc on va bientôt conclure. Je rappelle donc que le 12 octobre, on a le prochain atelier sur l'économie circulaire. Donc, voilà, notez-le dans vos agendas. Et puis, j'en profite aussi pour vous rappeler qu'on a notre événement
annuel qui s'appelle Convergence, que vous connaissez bien maintenant, avec notamment la journée dédiée aux OGD le 16 octobre, et puis donc Convergence qui se passe comme d'habitude sur 2 jours, les 17 et 18 octobre à la Grande Motte. Donc vous avez dû recevoir les informations. Je rappelle qu'il faut s'inscrire pour en ligne. Donc voilà, on compte sur vous. Il y a déjà pas mal d'inscriptions et voilà, rendez-vous à ne pas manquer évidemment pour se retrouver tous de façon conviviale et puis progresser aussi sur tout un tas de sujets. Voilà, je remercie infiniment tous les intervenants. Merci Christelle, merci Maud, merci Mathieu. Et puis merci à vous tous pour votre attention et on vous dit à très bientôt. Au revoir.